Hey, comment ça va? Bonjour tout le monde. André vient de réaliser qu'il y a du vidéo. Et voilà, 3 semaines plus tard. C'est bon, ça processe. Tranquillement, ça processe. Excellent. On a un menu relativement chargé aujourd'hui, messieurs. On commence par... Oui, ben, pour faire changement. Hein? Ben oui. C'est vrai. Garoche-moi ça, là. Qu'est-ce que tu veux? On va commencer par les corrections qui s'imposent. En fait, c'est même pas des corrections. On a de gentils auditeurs qui sont venus à notre rescousse Oh oui. en nous disant comment s'appellent les choses qu'on avait seulement les noms en anglais. Mais on a un problème d'input actuellement. Tout comme les correctifs au MCAS, on a 2 inputs et on sait donc pas... 2 entrées de data. Bravo. Voilà. Pardon. Et donc, on ne sait pas laquelle est la bonne. Alors, un Carter? Non. Un Greg? Un casing. Un casing, c'est un carter. C'est le contraire. C'est Ouais, un oui, Carter. Un Carter. Un Carter, c'est un casing? Non, c'est ça. Donc, alors, premièrement, c'est important de mentionner qu'on tient, parce qu'on a dit qu'on le mentionnerait. C'est vrai. Donc, on remercie énormément. On remercie énormément Vincent Michel, qui est professeur émérite Shout out, Vince. Oui, à l'École nationale d'aérotechnique. Donc, qui fait partie de ces professeurs qui ont ça à cœur, de la nouvelle génération. On l'aime vraiment beaucoup, Vincent. Et Vincent a eu la gentillesse de nous écrire parce qu'il nous écoute assidûment toutes les semaines, pour nous dire que, donc, on parlait de flange, premièrement. Puis flange, ben, c'est un épaulement en français. Donc, mets ça dans ton... Ça, c'est une des deux options. Mais tu sais que chez Dassault, c'est un flange. C'est un flange en français? Un flange, oui, non, je sais, mais là... C'est Nicolas Perron qui m'a envoyé ça. Ça, c'est très drôle. Et on a aussi Olivier. Ben non, en fait, non, c'est Olivier nous a répondu la même chose. Ah oui? Mais Olivier, c'est un fidèle auditeur aussi. On va en parler dans quelques secondes. Juste pour finir, D'accord. Une flange, donc, c'est un épaulement en bon français. On peut aussi dire une bride. Oh, c'est beau. C'est mignon, hein? Ouais, quand même. Ouais. Et c'est quel autre qu'on avait aussi? On avait le casing, donc. Le casing, qui est un carter. D'accord. Donc, Voilà. Donc, merci beaucoup à Vincent Michel de nous avoir contactés gentiment et amoureusement pour nous dire pour nous corriger en français. Et on remercie également Olivier Houlier, notre partenaire et ami, partner in crime, qui nous a donné également la réponse là, pour Flange. Pour le flange. On les remercie beaucoup, puis on continue à vous encourager. On le dit, on le répète, on n'a pas la science infuse. Des fois, Il y a tellement de choses à savoir. Il y a tellement de choses à savoir. On est très ouvert à la critique, il n'y a pas de problème. Corrigez-nous. Puis si on fait des erreurs. Et chaque semaine, je vieillis un peu plus, fait que j'en oublie. J'ai beau lire des heures et des heures, il y en a... Ça, c'est des excuses, André. Ça sort d'un côté. Non. C'est dit, on continue. GE est en train de pousser pour aller se chercher des contrats du côté d'Airbus parce que ça va tellement bien son partenariat avec Boeing. Ouais, ben là, on en a parlé. Je sais pas si le sarcasme, ça passe bien à la radio. Non, c'est plutôt compliqué. Ben vas-y, André, t'avais l'air parti pour la gloire, là. Écoute, ça a sorti cette semaine, mais ça fait un bout de temps déjà qu'il y a des rumeurs là-dessus, hein, sur la négociation possible entre GE et Airbus pour le 330. Oui. Parce que Airbus est énormément dépendante de Rolls-Royce en ce moment. Ben, en ce moment, oui, avec le 350, le A350, oui, excusez-moi, et le 330 Neo. On a des gros problèmes moteurs. On en a parlé dans le passé, on ne reviendra pas là-dessus, pas cette semaine en tout cas, là. Mais donc le Trent XWB et le Trent 7000 qui ont des gros problèmes. OK. Fait que ça offrirait d'un côté, Airbus est dépendante de Rolls-Royce et de l'autre côté, GE est dépendante de Boeing. Oui, puis en fait, l'affaire qui arrive, c'est que c'est probablement une affaire de gros sous, là, parce que je ne comprends pas pourquoi, peut-être pas 3 ou 4 options, là, mais je ne comprends pas pourquoi que les OEM se sont peints
dans un coin. Peinturé. Ouais. Oui, peinturé, c'est vrai, parce qu'on peut dire les deux, peinture et peinturé. C'est pas la même chose, mais dans peinturé, ce cas-là, c'est quand tu peins, quand c'est de la peinture grossière. Là. Oui. Donc, Ils se sont pas fait une murale pour se mettre dans le coin. Exact, oui. Donc, on s'est peinturé grossièrement dans le coin en choisissant une motorisation unique. Mais on ne sait pas s'il n'y a pas eu des mécanismes qui ressembleraient à du cartel. Là. Dans le sens que je m'entends avec toi pour que tu bides pas sur telle affaire. Ouais, puis... mais l'autre objectif de GE aussi que j'ai lu moi, pour aller sur la raison pour laquelle ils veulent aller sur le 330, c'est qu'ils voudraient barrer la route au GTF, une plus grosse version du GTF. Ah, ben ça, c'est sûr. Parce que si tu prends le turbofan en ce moment qui est sur l'A321, puis que là, tu vas aller sur un step plus haut, la prochaine étape de grossissement, c'est le 330, c'est des moteurs de cette poussée-là. C'est un très bon point, puis je pense que tu as raison en termes de grossir étape par étape, là, y aller un morceau à la fois, là, c'est excellent comme approche. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que le step serait moins gros que d'y aller avec un moteur comme le GE 90 ou quelque chose d'énormément très gros. Maintenant, il faut faire attention à une chose, je le dis et je le répète depuis longtemps, étirer, agrandir, grossir, c'est pas toujours facile. Donc, on sait que Pratt s'en vient avec quelque chose, c'est un secret de Polichinelle qu'ils sont peut-être en train de travailler sur une version plus grosse d'un Gear Turbofan. Ils sont en train de travailler sur une version plus grosse, c'est un fait. Et je pense que tu as entièrement raison en disant que le target, là, ce qui serait le prochain step, si on veut, là, ce serait un avion de la trempe du 330. Ce serait la grosseur parfaite pour tester le système d'engrenage. Plus pesant, plus lourd, avec plus d'inertie, une plus grosse soufflante, donc plus d'énergie, beaucoup plus de force en présence. Ça va demander beaucoup plus des alliages ou des matériaux beaucoup plus résistants. Oui, mais on peut dire que le Gear Turbofan, admettons qu'il sortirait un modèle pour le 330, n'aurait en commun, d'après moi, que le nom avec la série qui est installée sur la famille des 320, là. Parce que on le sait, on s'en doute, là, tu peux pas juste extrapoler, dire on va prendre ça et on va juste le faire plus gros. Ça marche pas comme ça. OK? Donc, fait qu'à ce niveau-là, oui, il va y avoir des choses qui vont être à améliorer. Donc, ce serait une excellente stratégie de la part de GE d'essayer de barrer la route, effectivement. On boucle la boucle, là. Oui, mais il y a une autre possibilité, peut-être. Oui, vas-y. Un peu champ gauche, c'est parfait, c'est parfait. vas-y. C'est ça qu'on veut. Admettons, vous connaissez mieux les détails que moi, là. Est-ce qu'avant la crise du MAX, on était en train de regarder à des partenariats beaucoup plus serrés motoristes airframe? Et là, maintenant que tout le monde a pris conscience des risques que cette stratégie-là implique, on a changé d'idée puis on recommence à se diversifier de part et d'autre. Ça se pourrait. Ouais. C'est pas bête là, comme idée, comme approche, effectivement. Non, mais je n'étais pas arrivé avec ça en pensant que c'était niaiseux. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit niaiseux. J'ai utilisé un petit mot cute. Je dis ça, c'est pas bête. Elle a utilisé le terme champ gauche. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. C'est peut-être une idée un peu. De toute façon, on le saura jamais. Il y avait Larry Walker, non? Ouais. Hey, ça, c'est vieux, ça. Non, il était au champ droit. C'est pas grave. Fait que donc... mais oui, ça se pourrait, absolument. Ce serait quelque chose, ce serait une possibilité de voir un changement de stratégie, absolument. Ben, les motoristes aussi, ça coûte cher à développer des nouveaux moteurs, presque autant qu'un avion. C'est sûr qu'ils ont tenté à tout prix de ne pas développer pour tous les programmes, là. Ben non, c'est le contraire. Ils veulent quelque chose que tu peux vendre en plusieurs exemplaires. Ah oui, non, mais je veux dire en fait, développer des modèles spécifiques. Mais attention, parce que le problème qui arrive en ce moment, c'est que les OEM développent des produits. Puis quand je parle de produits, je parle de l'avion. Là. Les OEM ont tendance à développer des produits qui s'adressent spécifiquement à un marché. Ouais, OK. Donc, puis c'est un petit peu, vous allez me voir arriver avec mes gros sabots. Là, si l'OEM target quelque chose de bien particulier, ça ne veut pas forcément dire que toi, le produit au niveau motoriste, là, ce que tu vas développer va être capable de servir à toutes les sauces. OK. Donc, ça, il faut faire attention là, quand même, parce que tu as une certaine marge, c'est sûr, mais tu peux pas... Puis le Gear Turbofan est un très bon exemple. Tu peux pas développer une technologie que tu dis, moi, appliquer ça partout, ça va servir à tout et n'importe quoi. Fais juste me dire la grosseur du fan que tu veux, puis je vais te plugger ça en avant. OK. Ça fonctionne pas comme ça. On parle de haute technologie, on parle de plein de choses qui, techniquement parlant, rendent le design
d'un moteur très complexe et très coûteuse, tu l'as mentionné. Mais il y a aussi le fait que au niveau des... L'intervalle de capacité est quand même restreint, là. Ben oui. C'est pas, on va faire d'un 100 places à un 300 places, fait juste changer telle affaire. Exact, voilà, juste exactement. short range, long range aussi. Puis n'oubliez pas une chose, là où je m'en allais avec ça, c'est que il y a aussi que dans le développement d'un nouveau airframe ou dans la remotorisation d'une ancienne cellule, on va avoir de la difficulté un petit peu à aller chercher à répondre à un... Je cherche le mot en français. Merci beaucoup, André. C'est toi qui m'oblige à faire ça. Reprends. Qui nous oblige à... pas si tu pouvais faire des anglicismes. Non, mais je fais un effort conscient. Mm-hmm. Là où je m'en vais avec ça, c'est que quand les OEM, quand Airbus, quand Boeing décident et annoncent que le nouvel appareil ou la remotorisation va offrir tant, on en a déjà parlé, c'est le motoriste qui très souvent absorbe une très grosse partie de cette économie-là ou de ce nouveau... et du risque, donc. Et du risque, exactement. C'est direct là que je m'en allais. Donc, c'est difficile, c'est compliqué, puis le coût associé à ça, à un nouveau développement de moteur, ça vient englober tout ça. C'est pas juste une question de oui, mais il faut qu'ils développent des nouveaux alliages, mais il n'y a pas que ça. Ouais. C'est que là, toi, tu as promis tant. Ah oui, ben oui. Puis toi, tu as promis tant à tes clients, là. Puis de ce chiffre-là que tu as annoncé en tout le monde en grande pompe avec du champagne partout, là, ben moi, je viens de me retrouver à en absorber le 3/4. T'sais. Puis c'est exactement ça qui est arrivé dans les dernières années. Et c'est exactement vers ça qu'on s'en va encore. Peu importe là, que ce soit une motorisation hybride ou quoi que ce soit, c'est les motoristes qui vont devoir absorber une grosse partie de cette efficacité-là puis de ce rendement-là. Voilà, c'est dit. Parlant des nouvelles technologies, des nouveaux moteurs, ah oui, donc. Oui. GE va commencer les tests sur leur nouveau catalyste. Oui, ça s'en vient. Enfin. On en entend parler, mais il me semble que ça fait 25 ans que j'entends parler du moteur catalyste. Ben, ça fait pas 25 ans. Là, que t'exagères. Ouais, je sais. Ça passe vite le temps à cet âge-là. Ah, je sais. En fait, c'était hier. Mais non, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, ben, on le sait que GE, grâce à ce moteur-là, est en train de tester beaucoup de technologies, dont, entre autres, du fameux... Là, je sais que c'est pas le terme approprié, là, donc Olivier, dont on parlait tantôt, pourrait peut-être me corriger s'il nous écoute. Ben, on sait qu'il nous écoute. On parle d'imprimé 3D. Là, Fabrication additive. Fabrication additive, puis en tout cas, il y a plusieurs termes, fait que corrigez-nous. Hein? Donc, GE teste beaucoup de technologies. Mazo. Il dit ça avec un sourire. Corrigez-nous. Non, mais c'est correct, j'adore ça. Ça veut dire que les gens nous écoutent, puis c'est bon, puis c'est excellent. J'aime ça. Donc, le GE teste beaucoup de technologies avec ça. Et c'est ça qui retarde un petit peu le développement, c'est qu'ils arrivent tellement avec des choses qui sont, comment on dit, le breakthrough. Là. Oui, mais ça pourrait aussi être le modèle de développement Mitsubishi à petite échelle. Là. C'est-à-dire le premier, il va coûter les yeux de la tête, on le sait qu'il sera jamais rentable. Mais après ça, on va être capable de dire dans d'autres programmes. C'est des technologies de rupture. Bon, ben c'est bon beau, point. ça. Et voilà. C'est ça que je cherchais comme terme. C'est exactement le terme que je cherchais. Et je suis d'accord. C'est la première... Moi, je dirais que c'est la première menace sérieuse au trône du PT6. Oui, absolument. C'est le premier aspirant. Autant que ça me brise le cœur de dire ça, mais... Comment? Est-ce que Pratt a quelque chose dans le pipeline pour y répondre? Oui. Mais on n'a pas le droit d'en parler. OK, on n'a pas le droit d'en parler. Non. Mais je vous dis officiellement... puis on va s'arrêter là, mais oui, il y a quelque chose qui s'en vient. C'est très bien avancé. Il me semblait qu'on s'arrêtait là. Mais en tout cas, mais non, en fait, là où je m'en allais, c'est oublie le design, je vous en parlerai pas parce que j'ai pas le droit et je veux pas. Le téléphone va sonner dans l'heure. Peut-être que légal va m'appeler. Mais non, mais là où je m'en allais avec ça, c'est que oui, il y a une réponse de Pratt. Puis ça va être intéressant parce que c'est pas juste un plus gros PT6 ou un plus beau PT6. On a apporté des changements. On est clairement dans un moment où il y a une génération avec tes technologie de rupture. Puis si tu l'as pas fait, on va reparler d'Embraer. Si tu l'as pas fait, t'es out. Oui, je pense que oui. Effectivement. Surtout au niveau des petites turbines, là, ça s'en Oui. Okay. Puis on s'entend, là, pour finir là-dessus, les technologies qu'on est en train de tester en ce moment avec le Catalyst, le nouveau moteur de Pratt qui s'en vient bientôt,
On est d'accord que c'est des technologies tant au niveau de la métallurgie que du additive manufacturing, là, du fabrication additive. Tout ça, là, et toutes celles que j'oublie de nommer, là, et toutes celles que j'ignore. Toutes ces technologies-là sont en même temps testées et développées pour la prochaine génération de moteurs. Mais c'est vrai moteurs hybrides et tout ça. Là. Mais c'est vrai que sur le Catalyst, il y a beaucoup de nouvelles technologies en même temps. Et ça retarde l'entrée en service. Il y a trop de choses à valider. Oui, et puis de toute façon, G ne peut pas se planter. Je veux dire, ils ont annoncé à tout le monde. Tout le monde est au courant que le moteur a été imprimé. Là. Fait que ils peuvent pas se planter. Et puis à être G, moi je ferais pareil. Je serais vraiment sûr d'être sûr avant de commencer à dire ouais, c'est à peu près bon. Là, ça devrait être bon. Ça devrait être bon, ouais. Donc, super. Fait que ça s'en vient. On parle dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Là. Donc, it's a go. De bonnes nouvelles du côté d'Airbus. Dans le genre, OK, à Mirabel. Premièrement, un gros investissement. Oui, OK. Parce que je sais pas c'est quoi, j'ai oublié. Tu vois, là, j'ai oublié l'autre sujet sur Airbus. Tu me l'introduiras plus sérieusement. On va faire un gros carton ici en arrière. Je pense que ça va me prendre en caractère 5312. Ou des télésouffleurs, je sais pas. On pourrait peut-être faire ça. Là. Je vais voir qu'est-ce qui est possible d'être fait. Jeudi dernier, Mirabel, on a eu la visite du premier ministre François Legault qui est, je dis l'usine d'Airbus. Oui, parce que moi, j'étais pas là. Donc, quand même. Ouais, c'est ça, je vais arrêter de prendre ça trop personnel. Les employés d'Airbus à Mirabel ont reçu la visite du premier ministre François Legault, accompagné du président d'Airbus, M. Guillaume Faury. Il était aussi accompagné du ministre de l'Innovation et de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Le badass. Le badass, selon Mariana Mazza. Oui. Et, je serais fier à sa place si ça lui collait comme surnom. Écoute, ça, je pourrais te dire, en tout cas, au provincial, des bons ministres, il y en a quelques-uns. Ça, je peux te dire. Et Fitzgibbon, c'en est un. Et c'est ça. Alors, on a annoncé un peu là, les grands termes ou renouveler les termes. Les gens d'Airbus des communications nous disaient c'est pour officialiser la nouvelle entente. On veut concrétiser. Monsieur Legault, lui, son objectif, quand il est allé là, c'était de rencontrer des employés d'Airbus sur l'A220. On a fait 3 stations, puis à toutes les stations, là, il y avait des employés qui avaient été choisis, puis Monsieur Legault s'est entretenu avec les autres. Il questionnait sur l'ancienneté qu'il y avait, fait combien de temps qu'ils sont sur le C-Series, entre guillemets. Puis il voulait savoir, est-ce que vous pensez qu'on a bien fait, est-ce que vous êtes content, puis tout ça, puis... C'était ce genre d'intervention-là que M. Legault cherchait. Ça a été très, très intéressant. Votre humble serviteur a posé la question du point de presse après, c'est-à-dire que plusieurs journalistes étaient posés La question. C'est-à-dire, la question, c'était, mais combien vous allez investir en 2020 dans l'A220? Parce que cette question-là est à l'origine d'un paquet de bouleversements dans les 2 derniers mois. Non. Et la réponse est venue, c'était entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Oui. OK? Donc, entre 750 millions et 1,4 milliard de dollars canadiens. Exact. Et ça a été... Alors là, j'ai posé la question parce que le lendemain, dans les journaux, tous les gros titres étaient en fonction de ça. Et d'ailleurs, je me souviens de la réaction des gens d'Airbus que quand j'ai posé la question, ils ont l'air de dire, bon, enfin... Quand des gens, dans une conférence de presse, tu leur poses une question, qui te regardent avec des yeux ou un certain sourire, puis qui répondent à la question, ça veut dire qu'il l'attendait, celle-là. Ça a été une visite intéressante, comme d'habitude. On sent que ça va bien. Fait intéressant à propos de cette visite-là, j'ai eu beaucoup de questions suite à ça, pour savoir, oui, mais entre 500 millions d'euros puis 1 milliard d'euros, ou entre 750 millions canadiens puis 1,5 milliard, c'est un gros chiffre. Comment est-ce qu'ils peuvent arriver avec une aussi grande variation? D'abord, les gens disaient pourquoi autant? Premièrement, il faut se souvenir que chaque avion qui est livré en ce moment est livré à perte. Ouais. Donc, les avions, le coût de production est supérieur au prix de vente. Ouais. Donc, tu dois prendre probablement quelque chose comme près de 5 millions en moyenne cette année de pertes sur chaque avion livré. Wow. Fait que fait 5 fois. 5 fois quarantaine. Non, 60 à probablement. On s'attend à 300 millions, wow. On s'attend à la rentabilité juste à la moitié de la décennie. Donc, il fallait en attendant être capable d'absorber les coûts. Et il y a la question aussi, là, toute la préfale qu'il faut installer. Donc, tout ça va coûter de l'argent.
Québec va devoir réinvestir, ça veut rester à 25 %. La négociation n'est pas encore complétée, selon au dire de M. Fitzgibbon. Une possibilité, ça serait que... Au lieu d'investir. Ouais. Ça serait plutôt que de remettre... qu'Airbus mette de l'argent de ses coffres puis que Québec remette de l'argent, ça serait que la société en commandite... que la société en chercher du financement. Ouais, chercher du financement puis que Québec et Airbus endossent. À peu près. On s'entend qu'Airbus et Québec sont capables d'endosser. Sont solvables, ça va. Ouais, mais ça, de toute façon, on savait que c'était une approche qui était beaucoup plus mise de l'avant de la part du premier ministre Legault. C'est-à-dire, au lieu de prêter à quelqu'un, de prêter à l'entité à la place, fait que ça marche un peu. Là, les gens qui nous écoutent, il faut avoir de la suite dans les idées un peu. Là, ça marche avec ce qu'ils avaient été, ce que Legault disait quand il était dans l'opposition à l'époque, où lui disait qu'il n'était pas du tout, contrairement à ce que certaines personnes ont rapporté dans les médias, Legault n'était pas contre l'idée d'aider Bombardier. C'est que lui disait justement on aurait dû aider la grosse entité Bombardier au lieu d'aider juste le programme. Bon, peu importe. Fait que ça marche un peu avec la vision qu'ils avaient déjà à l'époque. Je veux juste surfer sur une petite affaire, André, parce que on a parlé de à partir de quand on va le fameux break-even. Je suis tombé sur quelque chose cette semaine très intéressant. Le point mort. Oui, le point mort. Là où ça commence à être payant. Pour le 787, on en parlait dans les semaines passées. Oui, absolument. Combien de temps ou combien d'appareils? Combien d'appareils? Ils ont évalué, là. Puis c'est une approximation, puis ils sont pas sûrs. Mais il y a des experts à l'interne chez Boeing qui disent que ce serait aux alentours de 1196 appareils. Puis, ça dépend beaucoup du coût de développement du programme. Exactement, mais le problème qui arrive, c'est qu'on n'est pas certain au complet. On ne sait pas exactement ce que ça a coûté pour de vrai développer le 787. C'est pour ça qu'on n'est pas capable exactement de savoir combien d'appareils ça va prendre. Oui, j'ai vu une intervalle tellement énorme que c'était comme de 1 à 10 fois. Le chiffre qui est sorti, moi l'article, je l'ai trouvé cette semaine, là. Puis le chiffre qui est sorti, ils disent aux alentours de 1200. Là. 1200 appareils. Avant de commencer à faire un peu d'argent. Puis dans l'article que je lisais, c'était vraiment écrit un peu d'argent. Ben, c'est parce qu'en pratique, normalement, quand tu es rendu à 1000 appareils, ça fait plusieurs années que tu produis. Il faut que tu commences à compter de la hausse de l'inflation, dans le fond. Là. Ouais. Exactement. Mais le problème qui arrive, c'est qu'au niveau production, ils sont là, à 1000, là, ils l'ont atteint ou ils sont en veille d'atteindre 1000 appareils, là, le 787 de fabriquer. Donc, mais ça fait déjà 10 ans là, que la ligne roule. Fait que bref, ça vous donne une petite idée de comment que ça peut être complexe. Puis on en avait parlé avec le 787. Ouais. Donc, puis la semaine prochaine, j'ai déjà le chiffre, je ne m'en rappelle pas. Fait que je vous donnerai le chiffre pour le A350. Il est sorti la semaine passée. Là. Il est sorti, Airbus a annoncé, c'est une approximation parce qu'il y a toujours quelques petits correctifs. Là. Mais il semblerait que Airbus pour le A350 a atteint son break-even point. Là. OK. Puis je vous donnerai le chiffre en détail. Ouais. Et l'autre question aussi que j'ai eu à répondre suite à cette nouvelle-là, c'est que les gens disent pourquoi une aussi grande marge, puis je comprends pas, ça n'a pas l'air. Regarde, Airbus, là, il y a une chose qu'ils détestent faire, c'est annoncer des chiffres puis pas les rencontrer. Que ce soit un objectif de livraison, que ce soit un prix. Absolument. Le prix réel est probablement alentour d'1 milliard de dollars canadiens, mais ils t'ont donné entre 750 millions et 1,5 milliard. Ils ont de la marge de manœuvre. Ils sont sûrs parce que la journée que tu dépasses tes chiffres, que tu ne rencontres pas tes chiffres, les journalistes sont là puis qui te talonnent, ils veulent savoir pourquoi. Exact. Absolument. C'est plus simple. Du point de vue médiatique, c'est beaucoup plus simple à gérer d'avoir annoncé des trop gros chiffres que pas assez. On parle juste du point de vue médiatique par rapport à ça, mais du point de vue financier. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les marchés quand on fait des annonces d'investissement et de dépenses importantes? Je suis pas mal sûre que ces deux choses-là, ensemble, ça donne pas vraiment beaucoup de motivation à se tromper. Là. Exact. Et c'est pour ça que quand je dis, là, ils nous ont annoncé 55 livraisons dans 220 à Mirabel, là, voyons donc. Ils en ont livré 48 l'année passée. Puis tu vas augmenter de 7 cette année, c'est même pas 1 par mois.
C'est bien Airbus. Félicitations, vous allez dépasser votre objectif de 55. Probablement, mais on se rappellera. Under promise, over deliver. Absolument. Puis pour finir là-dessus, on se rappellera qu'il y avait beaucoup de travail à faire au niveau des chaînes de production, d'approvisionnement. Fait que la marge de manœuvre qu'ils aiment se garder, là, elle est là. Si vous cherchez, oui, mais, donne-moi un exemple, là, ben c'est ça. Là. Si Bombardier était resté, il aurait dû investir pour moderniser la chaîne d'assemblage, de production, etc. Là. Donc, et elle est là, votre réponse. C'est pour ça qu'ils annoncent des chiffres aussi bas. L'autre sujet au propos d'Airbus que j'ai complètement oublié. Des commandes? Ah! Oh my God! Une compagnie canadienne, peut-être? Peut-être. Ouais. Non! Ben, en fait, c'est ça. J'ai publié ça samedi matin parce que ça a commencé à se répandre parmi les employés d'Air Canada. Tu sais, ça part d'en haut. Puis à un moment donné, quand tu as arrêté un certain niveau de management, puis ça descend là, de niveau de gestion, en bon français. Quand les gens du catering en parlent, là, c'est que là, c'est rendu... c'est Donc, on parle en gros, là, en grosso modo, d'une commande d'environ 25 appareils, 11 A321 LR et XLR, qui vont remplacer les MAX 9. Les MAX 9, c'est bye-bye, on va voir, on n'en veut plus. Ceux qui étaient optionnés. Non, ils étaient en commande ferme. Non, les MAX 9 étaient en commande ferme. Ouais. Dans le rapport de gestion d'Air Canada publié mardi passé, à un moment donné, dans la section financière, dans la section 10, il y a une petite déclaration qui est faite. Savoureuse? Oui. Est-ce que tu vas nous la lire? Je ne l'ai pas devant moi, mais je vais vous la résumer, qui dit en gros que Air Canada est en train de négocier avec Boeing et que tant et aussi longtemps que la négociation n'est pas terminée et annoncée, le nombre on négocie les pénalités pour le MAX. Hein? Le MAX, et tant que cette négociation-là n'est pas complétée, et une fois qu'elle sera complétée, le nombre d'appareils inclus dans cette commande pourrait varier. On laisse la porte ouverte. Alors, quand je dis que les 11 MAX sont flushés, là, c'est là, tu sais. Ben, il y a quelque chose. Honnêtement. Là, mais regarde, ça se prépare. Et ce que j'ai écrit dans le texte de vendredi, je vais déborder un peu, je vais aller du côté du MAX. Ouais, ben, non, je parlerai pas du MAX aujourd'hui, puis d'Air Canada, puis du futur. OK, on va regarder ça pour la chronique de Renton. Parce que ça rentre plus. Oui. Moi, je pense que je fais une prédiction. J'aime ça me mouiller. Let's go. Moi, je pense que Air Canada, ultimement, va remplacer toutes les 37 par du 320 Neo. Avec du LEAP, probablement. Bon. Moi, je pense qu'ils vont y aller, s'ils le font, ils vont y aller pour du LEAP, malheureusement. Parce qu'ils ont toujours été de très grands fans du CFM. Puis CFM a fait une très belle job. Il faut leur donner ça. C'est pas de la cochonnerie. Là. On s'entend. Non, exactement. Mais moi, je pense qu'ils vont faire un switch pour du LEAP. Ben, ce qui est clair, c'est que... Pour du Neo, excuse-moi. Équipé de LEAP, voilà. Quand moi, ce que j'ai appris la semaine passée en jasant du monde, quand Air Canada avait choisi le MAX, ça avait été un très gros choc chez Airbus. Les gens chez Airbus n'avaient pas digéré de perdre la commande d'Air Canada, qui était un client historique dans l'avènement du 320. Oui. OK? Ouais, ça avait été une commande. Premier ou deuxième nord-américain, c'était le premier nord-américain, oui. Là. C'était une commande importante, ça avait donné beaucoup de crédibilité et à la 320 à l'époque. Et que de perdre ce client-là, il y a beaucoup de gens qui ont perdu. Au marketing chez Airbus, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi après ça. Ouais. Et là, est-ce qu'on pense que du côté de l'harmonisation de la flotte avec Transat et tout, on retournerait très franchement du côté d'Airbus avec non, tout mais c'est ça la l'affaire. Il faut faire attention à une chose, c'est que le tout Boeing, ça, honnêtement, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris chez Air Canada parce que la plupart des majors ont toujours eu une petite réticence. On parle de ces 30 dernières années, là, a toujours eu une petite réticence à être tout quelque chose. Ben, on l'a vu avec Air France. Mais le meilleur exemple qu'on peut voir, là, que vous pouvez prendre, là, c'est Air France et Lufthansa. Ils ont des flottes hybrides pour plusieurs raisons, mais entre autres, moi, ce que j'avais eu comme réponse par rapport à ça il y a très longtemps, c'était on veut pas, si jamais il y a un problème, on est capable de grandir une flotte, utiliser l'autre. Exactement, pour compenser. Puis exactement, on peut... la gestion de risque est plus importante que le patriotisme. Exactement, puis il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de réplique directe. Il y en a qui disent, mais le A350, c'est la réplique directe au triple. Ben oui, mais non, c'est pas tout à fait pareil parce qu'ils veulent pas faire ça, justement. Donc, ça m'a surpris qu'ils y aillent avec du tout Boeing, ce qui ferait beaucoup plus de sens pour Air Canada.
c'est y aller avec une flotte hybride, comme ils l'ont déjà. Ils vont l'avoir, entre autres, avec la Transat. Puis ils l'ont déjà un petit peu avec les 330. Mais là où je veux m'en aller avec ça, c'est que tu n'as pas besoin de dire, OK, on va tout switcher pour Airbus. Les 777 fonctionnent très bien. Ils ont du 777 puis du 787. Bon, le Dreamliner a eu son lot de problèmes, mais les 777 font la job. Maintenant que c'est réglé, c'est réglé. Ouais, mais comment je dirais ça? Voilà, tu viens de ça a l'air que la 350. Non, mais là, c'est parce que toi, t'aimes pas ça, Airbus. C'est pas Boeing, c'est pas. Non, ben, c'est parce que ce que j'ai eu dans les informations aussi, c'est là qu'il y a du monde chez Air Canada que le 350, c'est une belle machine. Ça a l'air qu'il y a des gens qui trouvent que c'est une très belle machine. Ben là, moi aussi, je trouve que c'est une très belle machine. Mais historiquement, Air Canada n'a jamais été le plus gros client de Boeing. C'est comme, regarde, là, c'était du McDonnell Douglas, c'était pas du 707, c'était du DC-8. Il y a eu du Lockheed Distance aussi. Lockheed Distance, DC-9. Il y a jamais, avant le MAX, il n'y avait jamais eu de 737 chez Air Canada. Ils ont tous été achetés. Avec Canadian qui avait mais après la fusion, ils ont flushé l'avion. Alors, ça n'a jamais... Donc là, on pense que c'est une bonne idée. J'ai une question. Mais Airbus veut avoir Air Canada. Ça, tu peux être sûr. OK, mais j'ai une question pour toi, André. Es-tu bien dur ta question, Greg? Parce que si c'est dur, j'en veux pas. Ouais, non, mais attends, c'est parce que j'en allais dire, tu parlais de la 350, mais ça prend quand même une bonne raison. Pourquoi je changerais quelque chose qui fonctionne bien? Dans le sens où moi, j'irais pas avec une approche, c'est tout ou rien. Fait que au niveau des longs courriers, par exemple, pourquoi je changerais? Moi, je verrais pas. Le 777 fonctionne, le 787 fonctionne. Et en même temps, de l'autre côté, on a le 330 qui fait très bien la job. On le sait qu'Air Canada ne s'est pas débarrassé des 330. Alors, elle en a acheté d'autres. Puis elle en a acheté d'autres, entre autres l'hiver en 2018 ou en 2018. La décision ils ont acheté des 330 quand Thomas Cook a fait faillite. Oui, mais il en avait acheté avant aussi. OK. Donc raison de plus. Oui. Fait que moi, j'aurais plutôt tendance à avoir une approche style Air France et Lufthansa, comme on parlait, où tu as une flotte qui répond à tes besoins, plutôt que de dire je suis tout un, tout l'autre. Puis ça, je le dis, puis je finis mon point avec ça, c'est je n'ai jamais compris cette approche-là de dire tout un ou tout l'autre. Tout Boeing, ça sortit d'où, ça? Puis, attends, non, je vais aller plus loin, André. Je vais aller sur ton terrain. On s'entend-tu là, que pour être capable d'avoir une flotte tout Boeing, là, moi, je suspecte qu'il y a eu du dumping. Ben, c'est pas tellement du dumping comme Air Canada s'est fait tordre le bras. À l'époque de la commande des 777, Air Canada sortait de la faillite. C'était très difficile d'obtenir du financement. Dans ce cas-ci, le financement, c'était GECAS, donc la filiale de GE Aviation, Capital Aviation. C'est GE Capital... General Electric Capital Aviation. C'est une bonne question. Ouais, GECAS. On est en train de se perdre. C'est General Electric. C'était la banque de General Electric. Et il fallait prendre des moteurs GE. Donc, il fallait prendre du Boeing à l'époque. C'est ce qui a forcé Air Canada vers Boeing. Mais comme je te disais, Air Canada n'a jamais été un gros fan de Boeing, mais je suis d'accord avec toi que pour l'instant, pour Air Canada, il n'y a pas d'urgence à remplacer les 777 puis les 787. Regarde ça, ça fait la job. Oui. Ça fait un très bon travail. C'est plus dans le long terme à ce moment-là quand on parle du 350. Et là, peut-être que ça va être une évaluation à faire pour Air Canada. Mais à court terme, là, mais déjà, le MAX 9, quand Air Canada avait pris la décision en 2021 de reporter la commande, les livraisons des MAX 9. En 2021? En 2018, de reporter jusqu'en 2023. Hey, j'ai de la misère aujourd'hui, je suis pas là, excusez-moi tout le monde. Qu'est-ce qui se passe, André? Bref, quand ils ont pris cette décision-là en 2018... Ouais, quand je te dis que c'est l'âge, là, tu commences-tu à me croire? Non, mais je veux pas faire d'agisme ici, là. OK. Hein? On t'aime comme tu es, André. OK. Tu t'en sors ta marchette aussi, s'il te plaît. Il y aurait le droit. Ta marchette est mal stationnée. Ouais, ben c'est ça. Quand ils ont pris cette décision-là... Ouais. Déjà, on voyait venir que le MAX 9 faisait pas l'affaire. Là. Déjà, il avait pris la décision que ça faisait pas l'affaire. L'achat des 321 Neo à ce moment-là de War nous donnait une indication de ça vers quoi on s'en va. Et reprendre Air Canada, c'est une priorité pour Airbus. Ça veut dire qu'Air Canada, avec Airbus, pour le 330, là, j'ai pas encore l'information précise si c'est des 330, 800 ou 900. OK. Ben là, on joue à How Low Can You Go? Et Air Canada serait prête à prendre des créneaux de livraison qui sont sur le point d'être libérés par des compagnies aériennes. Des slots.
On appelle ça des slots en anglais. Des fenêtres de livraison. Des fenêtres. Moi, j'aime mieux appeler des... Moi, j'ai toujours parlé de créneaux de livraison. D'accord, ça fonctionne aussi. Non, mais parce que pour les atterrissages, des atterrissages, c'est bel et bien un créneau. OK, fait que c'est probablement comme ça qu'on appelle ça. Et c'est très aussi, économique de faire ça. Et ça, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé de ce côté-là, puis c'est encore plus obscur, mais quel a été le rôle des différents gouvernements dans ces 2 séries de commandes-là? Parce qu'on sait qu'il y a du financement à l'exportation qui est mêlé avec toutes ces commandes-là. Donc, est-ce que l'Europe a été particulièrement agressif alors qu'ils ont eu du trouble avec les États-Unis? Le contraire, est-ce que ça a été vrai quand les commandes de Boeing avaient été passées il y a quelques années? En tout cas, en tout cas, ouais. Mais au niveau du 330, je vais vous ramener dans le droit chemin, les amis. Il n'y a pas de au niveau du 330, de toute façon, Air Canada est vendu au 330 depuis de nombreuses années. Non, il n'y a pas. Puis de toute façon, le problème en ce moment pour. Ça les empêche d'aller chercher du capital quelque part? Ouais, mais. Fine, tu gagnes. Ouais, mais il y a pas. Moi, j'ai pas entendu parler. J'ai pas vu cet aspect-là encore. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais dans le cas du Max, je vais te ramener dans le cas du Max. Le prix était excessivement bas et c'est Air Canada qui avait l'obligation de se financer quand ils ont signé le contrat. Ah oui, hein? Au complet. Oui. Et Air Canada avait 12 mois après la signature du contrat pour fournir une preuve qu'elle avait obtenu 80% de financement du prix final de l'avion. Okay? Et c'est dans les rapports de gestion d'Air Canada, là, tu vois, 2014, 2015, 2016. Okay. Donc, ils avaient été obligés d'aller chercher 80% du financement des 25 premiers avions avant que Boeing mette les avions en production. Ça, c'était écrit noir sur blanc dans les rapports de gestion. Et c'est Air Canada qui s'est financé à un très bon taux. Mais je comprends ce que tu dis. Et là, c'est une vraie question à ce niveau-là. Est-ce que ça empêche Air Canada d'avoir été faire un petit tour au niveau d'une banque de financement américaine? De financement à l'exportation, on s'entend, là, national. Mais bon, je regarderai, je suis vraiment curieuse. Sur une note sérieuse, là, pourquoi qu'il le ferait pas? Là, ouais, mais je sais que parlant de banque de financement. Dans le cas de la commande de Max, la banque, le fameux programme de crédit à l'exportation dont bénéficiait Boeing à l'époque, c'était 0 pour Air Canada. Il avait été cherché, écoute, il avait été cherché un prix écœuramment bas, apparemment. Oui, ben c'est ça. Peut-être qu'on était en dessous des seuils, franchement. Et là, les négociations à l'heure actuelle avec Boeing, pour t'en rajouter une couche, c'est que les compensations financières vont être versées sous forme de rabais sur le prix des avions déjà livrés ou à livrer. Ben déjà livrés. C'est pas un rabais, c'est un remboursement. Oui, là. Et ça va apparaître là, dans le bilan de Boeing, là, d'Air Canada cette année. Il va y avoir un amortissement qui va être apparu dans le prix parce qu'évidemment, les avions vont valoir moins cher. Ils ont été remboursés. Donc, le montant de l'amortissement va nous donner... D'après moi, un avion qui passe l'hiver dans le désert sans bouger, ça doit valoir moins cher à la fin. Ça, c'est une autre histoire. On espère juste qu'ils vont avoir réussi à recevoir de l'argent sans être attaché dans les commandes. C'est ça l'enjeu. Ça, c'est le danger. C'est parce que la game, d'après moi, la game que Air Canada joue avec Boeing, c'est, gars, mon grand, tu me donnes pas ce que je veux, je vais la canceller, ta commande. Puis s'il fallait qu'Air Canada annonce publiquement qu'elle cancelle sa commande de Max, c'est la mort du Max. Présentement, Air Canada a beaucoup de leviers. Oui. Beaucoup de leviers. Alors, Boeing fait des pieds et des mains pour garder certains clients, en particulier les clients importants. Oui. Les clients sont pas tous égaux en droit devant regarde là, ça là, c'est pas on n'est pas dans les droits humains là. On est dans le droit des affaires, mais les clients sont pas tous égaux. Donc il y a un bon rapport de force pour Air Canada, parce que ça serait symbolique. Si Air Canada dit moi j'en veux plus là, oublie ça, il n'y a plus jamais personne. Après ça, on rentre dans le politique. Là, Bon, d'ailleurs, on est déjà à Renton depuis un petit bout de temps. Oui, allons-y, un petit détour. On a-tu d'autres choses à propos avant d'aller à Renton? Non, on a fait le tour. On voulait pas annoncer la subvention d'OLAC? Oh, oui, c'est vrai. Hein? As-tu tes chiffres? C'est vrai. Ben oui, quand il y a des bonnes nouvelles, il faut les annoncer. Oui, là. parce que... C'est vrai. Alors, je vais reprendre mon Super Mac. Ouh, c'est pas moi qui l'ai dit. OK. Alors, la compagnie LOAC, OK, L-A-U-A-K, qui est une compagnie française. Les gens qui suivent l'actualité se souviendront qu'à l'été 2018, au mois d'août 2018, cette compagnie-là avait acheté la division de tuyauterie de Bombardier. Okay. Donc, tout ce qui est tuyau de conduit électrique ou de carburant, des choses comme ça dans un avion, c'est la division tuyauterie. Donc, ça avait été racheté de Bombardier. Ils sont à Mirabel.
Ils sont, d'ailleurs, les employés là-bas maintenant sont syndiqués avec l'AIMTA, donc ils ont plus ou moins conservé. Ben non, je ne m'avancerai pas là-dessus. Ils sont syndiqués avec le même syndicat. Je ne veux pas parler des conditions de travail, je les ai pas vues. Des fois, tu parce que tu risques de leur apprendre, tu sais. Ouais, le gars à la radio, il a dit que. T'sais. Non, ouais, c'est ça. Puis là, dans ce temps-là, tu reçois des courriers, tu sais. Fait que je vais éviter. Mais si les gens sont capables de m'informer sur les conditions de travail des gens à Mirabel chez Loac, j'apprécierais si vous êtes capable de me donner le comparatif avec ceux de Bombardier. Donc, la compagnie investit 35 millions à Mirabel, création d'une centaine d'emplois, aide fédérale remboursable de 3 millions de dollars. OK. Et il va y avoir établissement d'un centre de recherche et développement en fabrication 4.0. OK. Donc, ils vont acquérir, entre autres, de la machinerie de fabrication 4.0. Et aussi, ils vont faire de la formation, c'est-à-dire qu'il y a au moins 20 personnes qui vont être embauchées puis qui vont être formées sur place. OK. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui, à l'heure actuelle, travaillent en aéronautique, mais ils vont... ça ouvre les portes là, à des gens de l'extérieur. Donc, si vous aimez l'aéronautique, que ça vous tente d'essayer ça, puis que vous n'avez pas de formation, ben allez-y, appliquez chez Loac. Ouais. Super, bon intéressant. Point. L'invitation est lancée. Cette fois-ci, c'est vrai. Oh Hey. On s'en va à Seattle. Ouais. Ben, je pense que la grosse nouvelle, tu vas la sortir, la première? Ah, vas-y, on va laisser ça à Claudia. Elle aime bien ça, non? C'est ça, ce genre de choses-là. Là. De dire surprise! Oh my God. On a trouvé du FOD dans les 737. Tombez-vous en votre chaise? Ben, non, je peux pas. Là. Mais je moi, je peux pas me permettre. un peu quand même. Là. C'est le Parce problème. que je pensais que c'était des problèmes de Caroline, ça. Là. Ouais, non. Non, effectivement, mais c'est pas pantoute. C'est des problèmes partout. C'est des problèmes partout chez Boeing. Oh oui, on est d'accord. Mais ça a commencé à Renton. Là. Ça a commencé avec le tanker. Oui, puis, oui, absolument. Non, mais c'est vrai, lui aussi était fait. Le tanker qui est fabriqué aussi à Renton, mais qui est pas dans le même building. Là. C'est une section à part, parce que c'est militaire. Tu sais. Ce qui est surprenant, puis on en jasait tantôt en préparant l'émission, ce qui est surprenant là-dedans, c'est le fait que on reprochait à la Boeing à Charlotte, en Caroline du Nord, on leur reprochait de ne pas avoir de culture aéronautique. On avait pondu une usine là comme ça en plein milieu de nowhere, puis on avait engagé n'importe qui pour faire ces jobs-là. Puis, et c'est à cause de ça qu'on avait des problèmes de qualité. Puis c'est à cause de ça qu'on avait des problèmes de qualité sur les Dreamliner qui sortaient de Charlotte. Eh bien, finalement... Mais finalement, on se rend compte que, ça a commencé avec les tankers, on se rend compte qu'à Seattle, qui est la terre promise de toute personne, tu sais, je veux dire, si tu veux apprendre c'est quoi l'aviation, là, tu t'en vas dans ce coin-là, puis tu devrais trouver quelqu'un qui travaille là, tu sais. Donc, en termes de là où je m'en vais avec ça, c'est qu'en termes de culture aéronautique, tu sais, j'ai grandi là-dedans, je vais te montrer comment ça marche, je vais te montrer c'est quoi un mindset de quelqu'un qui travaille en aéronautique. Ils auraient dû l'avoir. Et voilà. Et pire encore, ils ont trouvé ça sur les 400 MAX qui ont été parqués, donc fabriqués après l'interdiction de voile. Mais il me semble que s'il y a une chose dont on aurait dû être conscient chez Boeing, c'est qu'on était surveillé maintenant, puis qu'il y avait... Ouais. Mais si on a besoin d'être surveillé pour pas oublier des outils et des guenilles dans des avions flambant neufs, là, parce que c'est ça qu'on a trouvé. Ben, entre les outils et des guenilles, là, c'est entre le Dreamliner, le tanker, puis là, en ce moment, le 737 MAX, là, entre ces trois modèles d'appareils-là, je tiens quand même à vous rappeler que non seulement on a trouvé donc du hardware, on a trouvé des guenilles, on a trouvé des outils, des drills, par exemple, qui avaient été oubliés dans l'avion. On a trouvé une échelle. Oui. C'est là que je m'en allais. On est allé jusqu'à trouver une échelle, un escabeau, en fait, là, dans l'avion. OK, là? Et quand on dit dans l'avion, c'est pas dans la cabine, là, je vous entends. Dans les compartiments fermés ou dans les réservoirs, là, dans les ailes. C'est dans la queue, non? L'escabeau, c'était dans la queue. Et dans ce cas-ci, les débris sont dans les réservoirs, dans les ailes. Ouais. Moi, là, tu sais... Et là, on a essayé pendant quelques heures de blâmer le fournisseur. Ben oui. Le fournisseur est venu porter guenilles dans l'avion, dans les réservoirs, puis il est pas reparti avec. Mais de toute façon, si ton problème d'acceptation de sous-système fait que tu acceptes des sous-systèmes avec des guenilles dedans, tu as un autre problème.
Ben voilà, normalement. Ben là, T'es l'OEM. Ils s'auto-inspectent. T'es l'OEM, t'es ultimement responsable de tes fournisseurs et de ce qui se passe dessus. Exactement. Mais quand même encore là, juste les middle managers s'il arrive quelque chose. Mais c'est une autre histoire. Mais encore là, ça en dit long sur tout ce qui se passe chez Boeing, dans le sens où, si, admettons, tu dis, oui, mais c'est la faute au fournisseur, OK? Admettons. C'est de sa faute, c'est lui qui aurait dû gérer ça parce que le morceau, la pièce, le bout d'aile ou le fuselage s'en vient directement de chez lui. OK, fine. C'est de sa faute parce qu'ils sont supposés avoir un système qualité qui fait qu'ils s'auto-inspectent. Tu sais, il y a un système d'inspection à la fin. Ils inspectent les affaires, puis ils nous les envoient à nous autres Boeing, puis nous autres, on prend pour acquis qu'ils se sont inspectés. Ça fait partie du contrat, ça fait partie du système qualité qu'ils sont supposés avoir, tout ça. OK, admettons qu'on pousse ça jusque-là. Mais là où je m'en vais avec ça, c'est que ça en dit long sur soit le mindset, l'état d'esprit de tes fournisseurs, qui visiblement s'en sac, OK? Et où tu squeezes tellement tes fournisseurs que ça sort peut-être un peu trop vite de chez eux. Ben, c'est qu'on a choisi le prix au détriment de la qualité. À quelque part dans la chaîne, là, ça a été... Ouais. Puis là où le prix le plus bas fait loi. Oui, exactement. Puis là, on a 400 avions, OK, dont on va commencer. Mais les 375 autres qui ont été livrés, les autres, qu'est-ce qui me fait croire qu'ils... Ah, mais absolument. Ça m'étonnerait beaucoup qu'au début de la courbe d'apprentissage, ce soit mieux. Mais absolument. Puis c'est un très bon point. T'imagines-tu, là, le gars qui a lu ça, on va reprendre nos amis d'Air Canada, puis c'est tout à fait légitime, là. T'imagines le gars qui a ouvert son journal là, il y a 3-4 jours, là, qui a lu ça, puis qui a fait « Hey! J'ai des 737, moi. Ouais. Puis je les ai achetés il y a un petit bout de temps. Puis là, ils sont dans le désert. Puis, OK. Tu prends ton téléphone, tu appelles Boeing. Tu dis, envoie-moi une équipe, puis tu vas me vidanger les ailes ou je sais pas trop quoi. Quel est ton dernier rapport d'inspection sur mes ailes? Et voilà. Fait que là, tous ceux qui opèrent du 37, ils sont tous grandés, c'est correct, mais tous ceux qui opèrent, qui ont reçu des 737, là, qui sont en opération, éparqués quelque part, il faut tous les. Moi, là, je suis. C'est assez critique dans le réservoir, là. Ça prend, pour avoir travaillé dans le secteur de l'avitaillement et du carburant d'aviation, écoute, à tous les matins, les camions, il faut que tu les purges, tu vérifies. Tu vas de temps en temps trouver de l'eau, ce qui est normal, mais si tu trouves mais là, on parle pas d'eau, là. Si tu trouves des particules dans ton carburant le matin, là, c'est un problème. Là, t'es en non-conformité. Fait que là, tu sais, il y a un danger d'endommager. Ça pourrait endommager les pompes si ça passe les filtres. Mais en fait, même si tu dis oui, mais il y a des filtres, il y a des affaires qui vont empêcher de... OK. Oui, c'est pas fait pour retenir une guenille ou un wrench. Là. Non, c'est fait pour... Ça va retenir la guenille, en fait. C'est juste qu'elle peut boucher le trou. Non, mais c'est ça mon point. C'est pas ça va fonctionner malgré, là. Non. Oui, mais, mais en même temps, même si tu dis, oui, mais on pousse ça plus loin, puis, tu sais, c'est pas la fin du monde, du FOD, OK, ouais, mais même que ce serait pas dommageable, ça te donne... Ça te dit comment que les gens travaillent chez vous. Fait que si, admettons, tu n'as pas nettoyé ton endroit de travail... Là, et si tu fais pas ton contrôle d'outils... Exactement. Qu'est-ce que tu n'as pas fait ou mal fait que je n'ai pas encore vu? Là, il y a tout ça aussi. Tu es supposé maîtriser tes pratiques standards. Fait que c'est même pas juste une question de dire j'ai trouvé du FOD, puis oui, du FOD, tu prends un petit balai, puis ça se ramasse, puis avec une guenille, on va être capable de le ramasser, puis ça finit là. C'est pas ça le point. Le point, c'est que ça en dit long sur ton éthique de travail. Fait que éventuellement, là, qu'est-ce que je sais pas? Qu'est-ce que tu as mal fait? Mets-toi à la place de la FAA, cette heure. Ouais. La FAA, n'oublions pas que... Moi, je pense qu'ils ont pleuré. N'oublions pas... On va y revenir d'ailleurs parce qu'il y a un prochain point sur eux. À l'automne, la FAA a retiré à Boeing le droit de faire elle-même l'inspection de ses avions qu'elle va livrer de ses avions neufs. J'ai oublié le terme, encore. C'est ma journée. C'est le thème du jour. Le terme du jour, c'est l'oubli. Alors, ils se sont fait retirer le droit d'inspecter eux-mêmes les avions. C'est la FAA qui va faire l'inspection de chacun des 737 MAX qui vont sortir de la ligne d'assemblage quand elle va repartir. Puis là, on parle au niveau physique et paperwork. Et voilà. Alors là, essaye de te mettre à la place de la FAA. Là. Les premiers 737 qui vont sortir de la ligne d'assemblage, tu vas faire quoi? Hey, ouvre-moi ce panneau-là, je vais aller vérifier là. Prendre des jours. Mais là, ils disent que présentement, ces inspections-là, pour des avions qui ne sont pas finis, prennent 3 jours.
Fait que juste ça, là, ça te ralentit. Ouais, mais ils prennent 3 jours, mais je suis pas sûr que c'est un niveau d'inspection qui est ouvre-moi les panneaux d'aile ou quoi. Là, c'est une job, là, ouvrir ces panneaux-là. Ouais, puis aller vérifier les réservoirs s'il y a rien qui traîne. Puis le sous-plancher. Puis... Habituellement, là, l'avion, quand il est rendu au bout de la chaîne, là, les planchers sont scellés. Je sais pas quoi te dire, c'est ce que j'avais... Donc, c'est pas... parce que au niveau commercial, souvent, puis dans ce type d'appareil-là, très souvent, les planchers sont scellés au scellant. Là. Alors là, la FAA... En position à sceller Non, mais ça pourrait être scellé, ça aurait pu être un seal, un sticker. Oh, je t'ai eu, là. D'accord. Et voilà. Donc, il faut tout réouvrir ça. Puis, avant de sceller, il va falloir que la FAA vienne faire une inspection. Mais t'imagines la quantité de travail? Ah ben là... C'est la faute à Boeing. C'est plus 3 inspecteurs que ça te prend, c'est une équipe complète. Là. C'est la faute à Boeing. La FAA aussi n'avait pas du tout les ressources pour faire ce genre de choses-là. Ben moi, je pense pas qu'ils sont équipés pour faire ça, mais bref. Ils vont le demander. Non, mais je veux dire, engager du monde, et tu sais, en tout cas, tout le monde est en pénurie. Hein? Bon, à la gang qui sont en ce moment, c'est clair que ça va prendre une éternité. Et là, quand la ligne d'assemblage du 737 va s'étouffer parce que les inspecteurs de la FAA prennent trop de temps, ben la FAA va réclamer plus de gens. Puis je blâme le politicien aux États-Unis qui va vouloir refuser l'augmentation de budget d'inspecteurs de la FAA. Ça va être drôle, c'est n'importe quoi. Mais en même temps, il va y avoir d'autres possibilités pour améliorer leur budget. Vous savez qu'il y a quelques semaines, on avait dit oui, non, mais il y a une petite lumière qui marche pas dans le panneau de contrôle du 737, mais ça devrait pas trop retarder. Bon, là, on vient d'apprendre que cette petite lumière-là faisait partie des équipements critiques. Et donc, qu'elle va coûter très cher en pénalité. Oui, parce qu'elle a fait défaut. Exact. Elle a fait défaut sur autour de 300 appareils. Ouais, sur 400 qui ont... 315 qui ont été livrés, 80%. Donc là, il va falloir, parce que c'est un défaut critique. Puis Boeing avait décidé à l'époque qu'elle ne réglerait pas ce problème-là tout de suite, qu'elle allait travailler dessus, puis quand elle allait avoir trouvé une solution, ben on corrigera. Exact. Donc, pour tout le temps que ces avions-là ont volé avec cette défaillance-là, Boeing va avoir à payer entre 3 et 34 000 US par appareil. Donc, ça pourrait aller jusqu'à une pénalité autour de 10 millions. Là. Ça va être quand même important. C'est peut-être du pocket change pour une organisation. Là, aujourd'hui, je suis plus sûr de ça, moi, que c'est du pocket change. Du côté de la FAA, ça donnerait un bon coup de main, en tout cas. Là. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Pour se financer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? D'après moi, ils vont faire un gros barbecue. Qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent-là? T'achètes un gros barbecue, puis tu... Non, entre cette pénalité-là puis un souper spaghetti, il devrait pouvoir se payer des inspecteurs. Et là, en tout cas. moi, je vais pour continuer dans Renton. Moi, je vais vous parler de ce qu'on n'a pas lu à propos de Renton. Donc. Mais comment on a fait? Est-ce que Boeing a complété la modification, les dernières modifications? Absolument pas. Pas de nouvelle commande. OK. Pas de vol de début de vol de certification, non. OK. Là, moi, je vais revenir avec Air Canada tantôt puis la situation du MAX. OK? Parce que dans le texte que j'ai écrit en fin de semaine, à un moment donné, j'ai fait référence à une déclaration du vice-président finance d'Air Canada, Mike Rousseau. OK? À tous les rapports, à tous les fois qu'ils dévoilent les résultats trimestriels, les grandes compagnies font aussi une conférence téléphonique avec les analystes financiers. Les méchants journalistes, nous autres, on n'a pas le droit de poser de questions. Il y a juste les analystes qui ont le droit de participer à ça. Et à une réponse concernant le MAX, puis les mesures, les moyens, tu sais, pour... répondre à l'absence du MAX, les moyens qu'Air Canada a pris, combien de temps ces moyens-là peuvent être gardés en place. M. Rousseau a clairement dit que d'ici la fin du mois de décembre, donc la fin de 2020, les mesures actuelles pouvaient être contenues de façon... c'était raisonnable, mais qu'au-delà de 2020, en 2021, il y a certains avions dont la maintenance ou les inspections structurales viennent dues, des checks. Et ce sont des avions vieillissants, donc dont le coût d'entretien va augmenter rapidement. Et certains de ces avions-là doivent être retournés chez la compagnie de location pour ces raisons-là. Et qu'à partir de janvier 2021, ça devenait extrêmement difficile pour Air Canada de maintenir les solutions actuelles. OK? Et là, il reste juste 3 mois de cette échéance-là. Et là, parce qu'on est en septembre. Le gars, il a fait rouler le petit hamster dans sa cage. Là, mais là, si tu n'es plus capable de maintenir les solutions à court terme que tu as développées, il faut que tu tombes dans des solutions à moyen et long terme. OK? Puis développer des solutions à moyen terme, c'est-à-dire que louer un avion pour une période de 2 ans, 3 ans, par exemple,
Tu décides pas ça au mois de décembre pour l'avoir au mois de janvier. Et surtout pas en ce moment, alors qu'il n'y a plus de monocouloirs disponibles, ils sont tous loués. Ouais. Ça veut dire qu'au plus tard, moi, ce que j'ai évalué, c'est qu'au plus tard, le 30 juin cette année, Air Canada va falloir qu'elle prenne une décision pour toute l'année 2021 et probablement l'année 2022. Et cette petite déclaration-là de M. Rousseau, c'était un message très clair à Boeing. Ramasse-toi, puis get your thing going, get your things done, parce que sans ça, là, nous autres, on ne pourra pas attendre indéfiniment. 30 juin, pour moi, c'est le deadline. Si Boeing n'a pas solutionné ses problèmes avec le MAX, si on n'a pas une date de vol de certification avec la FAA au 30 juin, qu'on ne nous a pas dit, mais ça va être le 10 juillet ou même le 15 août, si on n'a aucune date, là, Boeing, Air Canada est obligé de se virer de bord et de dire, ben là, le MAX, là, moi, là, je peux pas compter sur lui l'année prochaine non plus. Faut que je prenne des moyens. Et là, ben, c'est bye-bye MAX. Et ça, là, c'est le point de non-retour pour le MAX, cette date-là, le 30, parce que une fois qu'Air Canada, parce que Air Canada, c'est dans cette situation-là, mais tous les clients du MAX sont dans cette situation-là. Ça va déclencher une cascade. Le premier qui va bouger... Fait qu'on target le juin à peu près. Là. C'est le premier qui va le premier qui bouge, lui, il va réussir à sceller ses affaires pour 2021, 2022. Le 5e, le 6e, il va avoir de la misère à se trouver des avions. Okay. Fait que c'est à peu près là. Fait que moi, là, je vous ai toujours dit que le MAX ne reviendrait pas en service. Ou, ben, c'est-à-dire, c'est pas vrai, que le MAX était mort. Oui, les avions actuellement assemblés vont probablement revenir en service, mais c'est tout, ou à peu près. Ouais. Mais le 30 juin 2020, s'il n'est pas revenu, il n'a pas recommencé ses vols de certification, là, ça devient officiel que c'est un avion qui est mort. Ouais. Ben, écoute, j'aime pas penser comme ça, mais je pense qu'effectivement, aux alentours du mois de juin-juillet, je pense qu'il va falloir sérieusement commencer à penser que il va y avoir... ça se pourrait qu'on ne revoie plus cet avion-là voler. Puis dans le sens où... Tu sais, aujourd'hui, nous autres, on dit ça, là, notre petit groupe d'analystes amateurs, là, puis probablement que certaines personnes vont nous écouter puis vont dire, ben, pour qui ils se prennent, nous autres, là, que le MAX ne reviendra pas. T'es qui, toi, pour dire ça? Mais je pense que rendu au mois de juin, si on est toujours parti comme ça, là, je pense que, malheureusement, je pense que tu as raison, on sera pas loin du moment où il y a de grosses majors là, dans le style d'Air Canada, des clients importants. Là. Leur décision va être vraiment... je veux dire, il y a du monde chez Boeing au mois de juin là, qui respireront plus. Là. Ça, c'est clair, ça. S'il ne s'est rien passé, si ça débouche pas ou quoi que ce soit, c'est... Là, ça va vraiment être le temps de dire « Hey, sais-tu quoi, là? Plus que jamais, là, ça se pourrait... Sais-tu quoi, là? Ça se pourrait que cet avion ne revienne plus. » Ouais. Puis, depuis le début de la crise du MAX au mois de mars de l'année passée, je pense que les plus grandes périodes d'accalmie pour Boeing, puis les nouvelles de Boeing, c'était des périodes d'à peu près 3 semaines où c'est rien dit. Mais sinon, c'est des mauvaises nouvelles par-dessus mauvaises nouvelles. Et certaines semaines, puis c'est des nouvelles percutantes. Là. Moi, je me souviens, Greg, quand j'ai entendu dire qu'il avait falsifié les documents d'un 787 livré à Air Canada parce qu'il y avait eu une fuite de carburant. Moi, ça m'avait jeté par terre parce que falsifier un document d'aviation, moi... Mais j'avoue qu'à ces niveaux-là, chez Air Canada. Ça m'avait... Tu t'imagines les gens de Transport Canada disent « Hey, tu nous envoies... » Nous autres, on a reçu un avion au Canada, on l'a autorisé à voler sans avoir la bonne documentation. Que ça soit mineur, le problème, on s'en fout. Ce qui est majeur, c'est la falsification de documents. Exactement. Alors, mais il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça. OK? Dans tout ça? Ah ouais, dans tout ça. Moi, Par rapport à Boeing, tu veux dire? Ah non, on change de sujet. OK. Ah oui, là, moi, je suis prêt. Ah ouais, là, André, je te regarde, là, t'es pour du changement. Je suis tanné. Que diriez-vous de parler de Bell Flight? Anciennement, Bell Hélicoptère à Mirabel, ici. Ouais, d'ailleurs, le changement de nom, là, on nous l'a expliqué, c'est que Bell... On va pouvoir l'expliquer à tout le monde, en plus. Bell ne fera plus seulement que des hélicoptères dans le futur, elle va faire des taxis aériens. Oui. Et que le nom Bell Hélicoptère n'aurait pas été représentatif de ce qu'elle va produire dans le futur. Exactement. Entendons-nous, l'hélicoptère est encore le produit de base de Bell pour au moins une décennie, si c'est pas plus. Mais c'est Bell Flight. On prépare notre futur. Ben, c'est Bell Flight, oui, pour donc les véhicules urbains. Oui.
Les drones aussi. Oui. Bell se lance à fond dans les drones. De livraison. Entre autres. Entre autres, ça, c'est ce qu'on sait. Puis également aussi au niveau du... ce qui est relativement nouveau pour Bell, c'est tout le côté gestion. Gestion de vol, gestion de... Ouais, tout le côté. Oui, ben, par exemple, on leur avait promis qu'on ferait un petit peu de pub pour eux. Là. Ils cherchent Bell Flight à Mirabel engage. Ils cherchent beaucoup de monde. Le problème pour eux, c'est qu'on n'entend pas beaucoup parler de Bell. Ils sont assez low profile. Ils font leurs petites affaires, tout ça. Donc, ils recrutent, comme bien d'autres compagnies. Mais là où je veux en venir avec ça, c'est qu'en plus de chercher des techniciens, et comme d'habitude, là, pour vous montrer comment que c'est en train c'est une compagnie qui est en grande mutation, là, on cherche aussi des programmeurs. Des gens en cybersécurité, intelligence artificielle. Donc, en plus d'ingénieurs, etc. Là. Donc, c'est pour vous montrer comment que Bell est en train de prendre un virage. C'est une compagnie qui est en totale transformation. Oui, dans les dernières années, ce qu'on avait, c'était des... Disons, avant le retour du 505, là, on était en grosse gestion de décroissance. Là. Oui. Ça allait pas bien. Oui, absolument. Le creux a été atteint en 2016 avec 700 employés. Ils sont 150 maintenant à peu près. Et en croissance. 1150 pour ceux qui n'auraient pas bien compris le... Oui. La notation des années 50. Oui, exactement. Mais mais c'est important de le mentionner. 1150, là, pour ceux qui ne sont pas habitués à entendre ça. Là, 1150. Oui. Et... c'est ça. Et nous, on est allé visiter, Greg, on est allé voir la maquette du Bell Nexus, qui est le principal projet de recherche et développement. Moi, je le trouve bien plus beau que celui d'Airbus, by the way. Oui, mais ça, il y a une raison pour ça. Hein? Pourquoi il est plus beau, celui de Montréal? Non. C'est pas à Montréal. Le responsable de la recherche et développement à Mirabel qui travaille sur le projet Nexus, Michel Dion, nous a expliqué que quand le nouveau patron de Bell Textron est arrivé en poste en 2015... Oui, il me semble, oui. Quand il est arrivé en poste, la première chose qu'il dit à ces gens de recherche et développement, il a dit, vous savez, les véhicules de déplacement aérien dans Avatar. Dans Avatar, l'hélicoptère qui ressemble un peu à un Sikorsky, mais avec des gros rotors sur les côtés. Là. Il dit, vous allez me dessiner quelque chose comme ça qui va voler puis qui va être efficace. La réaction de tout le monde chez Bell, ça a été de dire, bah oui, là, OK, là, calme-toi. Tu capotes. Tu capotes, ouais. Mais le premier contrat que Bell a donné, en fait, avant de faire de la recherche et développement là-dessus, ils sont allés voir une firme spécialisée en effets spéciaux et qui dessine des véhicules ultra modernes pour le cinéma. OK. Ils ont fait du design. Ça ressemble c'est un pas... point de vue, une façon de faire un peu européenne, en fait. Là. Ouais, peut-être un peu. Là. Quand M. Dion nous a expliqué ça, Greg a rajouté un commentaire à propos de M. Dassault, Marcel Dassault. Oui, c'est... Monsieur Dassault, qui de Dassault Aviation, disait, parce que le Nexus, je le trouve vraiment beau. Sérieusement, là, ça n'a rien à voir avec un avion, c'est pas un hélicoptère. Et ils font tout pour pas que ça soit un hélicoptère. Puis ils font tout pour pas que ce soit un hélicoptère, mais je le trouve vraiment beau comme véhicule, honnêtement. Là. Puis j'ai dit à Monsieur Dion que Marcel Dassault disait qu'un avion qui est beau vole bien. Parce que j'arrêtais pas de dire, il est vraiment beau le Nexus, sérieux. Et c'est vrai, le design est beau. Et en fait, ce qu'on a vu, nous, c'est la version hybride qui va être développée à l'hybride. Ouais. C'est-à-dire qu'il va avoir 150 km d'autonomie. Il y a une version plus petite avec 4 propulseurs seulement. Au lieu de 6. Qui va avoir 100 km d'autonomie. OK? Et la version à 100 km d'autonomie ne sera pas hybride, elle va être entièrement électrique. Ouais. Et ça, c'est la chose qui a changé depuis un an. Monsieur Dion a dit, ça évolue tellement rapidement que, regarde, on est capable, dans d'un an, on était capable de dire, oui, on va avoir une version à rayon d'action plus courte, mais entièrement électrique, ce qui n'était pas envisageable il y a un an. Exactement. Puis ce qu'il nous disait, c'est que ça évolue tellement vite, admettons, au niveau de la technologie, au niveau des batteries, qu'il dit d'ici à ce qu'on gèle la configuration officiellement, etc., on sera peut-être rendu à 150 km. Ouais. Donc, et c'est ça. Et en fait, quand j'ai questionné M. Dion sur quand cet appareil-là va faire son premier vol, il a dit dans un avenir rapproché. Là, j'ai dit, bon, on est dans moins de 5 ans. Il dit certainement dans moins de 5 ans. Mais là, il a pris soin d'expliquer
comme c'est le premier, c'est un développement d'un nouveau concept, la date du premier vol, il dit, ça va dépendre de la décision qu'on va prendre à comment est-ce qu'on veut que notre prototype ressemble aux avions, aux appareils de production. Ouais. Plus on veut être proche des appareils de production, plus on va retarder le premier vol. Exact. Mais on peut faire des fois, comme tu es dans le développement d'un nouveau concept, des fois, tu vas envoyer un premier prototype en vol rapidement pour être capable d'évaluer certaines choses. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils vont faire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une question de first to market. Ouais. Parce que j'y ai posé la question, puis en fait, il y en a déjà en Chine, par exemple. Il y en a déjà des petits véhicules urbains. Là. Fait que c'est pas une question d'être le premier sur le marché à l'avoir fait. C'est une question, entre autres, de maîtriser la technologie puis d'avoir quelque chose qui est safe. Ouais. Ce qui n'est pas potentiellement pas le cas. Il n'a pas voulu critiquer ce qui se faisait ailleurs, mais les modèles qu'on a vus jusqu'à maintenant, il y a 2-3 modèles en Chine qui volent. Mm-hmm. Puis, il dit malheureusement, le fait que ce soit en Chine, on a tendance à coller l'étiquette de, tu sais, ils ont été les premiers, c'est cool, ça a l'air de fonctionner, mais est-ce que c'est safe? Mm-hmm. Puis, il dit ça, c'est ce que nous autres, chez Bell, on ne peut pas se permettre de. Mm-hmm. Donc, c'est entre autres pour ça qu'ils sont en train d'évaluer où, quand, comment ils vont faire les. Et M. Dion, moi, il me l'avait dit, je l'avais rencontré il y a un an, puis il l'aurait dit encore aujourd'hui. Le défi principal de Bell, puis dans ce projet-là, c'est pas tellement le mettre au point des solutions technologiques, c'est le bruit. Ouais. Le niveau sonore. Si on veut faire voler cette chose-là dans le milieu urbain, il faut que le niveau sonore soit acceptable pour la population, sans ça, on est mort. Ouais. Et c'est pour eux, là, c'est la pierre d'achoppement, là, si tu veux, de ce projet-là, ça serait ça. Si le projet déraille, ça va probablement être à cause de ça. À cause du bruit. Ils ont déjà construit un premier propulseur qu'ils ont testé en soufflerie Ottawa. Ils ont obtenu les données de ça et le but de ça, c'était d'obtenir les données sonores. Quand ils ont fait le test dans la soufflerie, ils avaient disposé des micros partout. M. Dion a dit, on a identifié les problèmes, d'où vient le bruit. On a identifié des pistes de solutions, mais ça, il ne veut pas les partager, évidemment, parce qu'il ne veut pas dire à la concurrence qu'est-ce qu'il s'en va. Mais on sent que ça, c'est une chose importante. Ouais. Et là, quand on parle aussi du concept du Nexus, qu'on dit que Bell Flight veut quelque chose de différent d'un hélicoptère, ben, vous remarquerez, les propulseurs, ils ont tous une tuyère, une section de... Un carénage. Un carénage alentour. Ouais. Les rotors sont pas ouverts. Alors moi, quand j'ai demandé à M. Dion si le rotor était pas ouvert parce que c'est trop bruyant, un rotor ouvert, il dit, c'est une partie du problème, mais l'autre chose, on veut quelque chose de différent d'un hélicoptère. Il dit, si on laisse ça à rotor ouvert, les gens vont avoir l'impression, comme dans un hélicoptère, d'approcher un hélicoptère. Là, il dit, on cache la partie, le rotor, les pales sont cachées, sont dissimulées. Ouais. C'est pas comme c'était. Tu sais, ça, au niveau du look, c'est pas un hélicoptère. C'était quelque chose de différent et c'est très important pour Bell de se différencier. Ils veulent vraiment mettre l'accent sur le côté mobilité et non pas un véhicule d'assaut. Là, parce que c'est quand même assez massif. Là, fait que ils portent vraiment une attention particulière à ça. Moi, quand il m'a parlé du modèle à 4 rotors, j'ai dit oui, mais le modèle à 4 rotors, on a un problème. En cas de panne d'un des moteurs, là, tu es très déséquilibré. Comment tu vas réussir à maintenir le contrôle? Chaque propulseur va avoir 2 moteurs. Ouais. Donc, autrement dit, s'il y a un moteur qui tombe en panne, c'est le deuxième qui prend le relais. Exactement. Au niveau des systèmes électriques, par exemple, sur le modèle hybride, pour générer le courant, les alternateurs, il va y avoir 2 EPU, puis là, vous me voyez mettre des guillemets parce qu'on a eu une bonne discussion avec M. Dion. Exactement. C'est pas des EPU au sens propre du terme. En sens de l'aviation, ce sont des générateurs de puissance, oui. Mais ça ne sera pas des turbines d'EPU telles de production qu'on connaît en ce moment. Ouais. Ils vont prendre 2 moteurs de propulsion, 2 turbines qui servent à propulser des appareils en ce moment. Ouais. Et la raison est simple, c'est que tu m'as expliqué que un EPU, ça consomme beaucoup de carburant. L'EPU, le groupe auxiliaire de puissance, oui. L'EPU n'est pas optimisé pour fonctionner longtemps, entre guillemets, parce qu'il y en a qui laissent tourner l'EPU des fois des heures de temps, là, mais c'est pas une machine, une turbo-machine qui est optimisée pour de l'économie de fuel, puis tu tables pas là-dessus pour opérer ton appareil.
Ça va te fournir du bleed moteur, du bleed d'air pour démarrer tes moteurs. Ça va te fournir du power électrique pour partir préparer ton avion au sol ou quoi que ce soit. Mais c'est pas aussi fiable qu'une vraie turbomachine qui a été designée pour opérer longtemps. Puis c'est valable aussi en termes d'économie de fuel. Il n'y a pas d'optimisation à ce niveau-là. Fait que dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est pas compliqué. C'est qu'ils veulent que ce soit économique, ils veulent que ce soit fiable. Donc, ils vont prendre une turbomachine, donc principalement, mettons, un turboshaft. Puis au lieu de brancher un rotor ou une hélice ou quoi que ce soit dessus, ben, tu fais juste brancher des générateurs. Il va y en avoir 2. Donc, on va prendre 2 moteurs qui sont certifiés pour l'aviation, donc avec la fiabilité qui vient avec. Ouais. Il va y avoir redondance là encore aussi, parce que quand on parle de sécurité aérienne, la redondance est toujours là. Donc, 2 génératrices qui vont fournir le circuit, qui vont fournir l'alimentation électrique. Et 2 moteurs par propulseur. Donc, s'il y a un propulseur qui fait défaut, on a une redondance là aussi. Ouais. Et comme on l'avait dit, ben le Bell Nexus, il n'y a pas de commande de vol traditionnelle. Tu n'as pas besoin d'être pilote d'hélicoptère pour voler un Nexus. Tu as besoin d'une connaissance de la réglementation aérienne, une formation spéciale. Il va y avoir une formation spéciale, mais tu n'auras pas besoin d'être pilote pour... Fait que c'est le... Comment ça s'appelait donc ça? Le T-Rex de l'aviation, là? C'est quoi la moto avec 3 roues, là? Ouais, c'est ça, le T-Rex. Ouais, ça, t'as pas besoin d'une licence de t'as pas les mêmes contraintes. Ben oui, ou le Can-Am, là, je sais pas quoi. Le Spider. Le Spider. Le Spider, c'est ça que je cherchais. D'accord. Mais éventuellement, là, c'est un 4 passagers plus un pilote. Éventuellement, l'idée, c'est d'amener ça totalement autonome, fait qu'il y aurait la possibilité d'avoir 5 passagers. Ah oui. Et on a aussi discuté avec les gens de Bell cette journée-là au niveau du produit, qu'est-ce qu'ils visent comme objectif, puis tout ça. Clairement, ils visent la production de masse. Et toutes les décisions qui sont prises dans le design de l'appareil, c'est pour réussir à avoir une production de masse. Donc, les choix qui vont être faits, les compromis qu'il va falloir faire au niveau des matériaux. Ouais. Est-ce qu'on est 100% en fibre de carbone ou on rentre un petit peu de titanium et des choses comme ça? Production de masse, faible coût de production, rapidité de production aussi. Il faut que ça soit rapide à assembler. Parce que si tu n'as pas une production de masse, tu ne seras jamais capable d'avoir un coût d'opération qui est assez bas pour avoir beaucoup d'appareils en ville. Exact. Parce que en ce moment, un hélicoptère, un coût d'opération à l'heure, tu n'auras rien en ce moment, je pense, au Canada, en bas de 600$ de l'heure. Ah, si c'est pas plus. C'est probablement plus. Pour turbine, on parle. Oui, turbine, regarde, on parle d'hélicoptère, je te parle pas de bidule à piston. Moi, j'appelle pas ça des hélicoptères. OK? Mais il faut bien que tu apprennes. On n'insulte personne. Non, mais regarde, OK. OK, t'as droit à tes opinions. C'est parce que tu regarderas les statistiques d'accidents puis les pertes. Ouais, mais c'est parce que les pertes, les hélicoptères, puis les décès sur les hélicoptères qui n'ont pas de moteur à piston, qui ont des moteurs à piston, c'est assez élevé le taux de décès là-dessus. OK. Fait que, c'est ça. Alors donc, on parle, il faut être compétitif avec l'hélicoptère actuel. Ouais. Il faut arriver nettement en dessous de ce prix-là, parce que sans ça, tu perds ton temps. Tu fais juste rajouter un hélicoptère qui est un peu cool, tu sais, mais c'est pas le but. Tu veux vraiment quelque chose de différent, donc il faut que tu rentres, puis un marché plus large, tu vas avoir de la masse. Tu sais, il faut que tu arrives à quelque chose dans probablement pas beaucoup en haut de 200$ de l'heure à opérer. Probablement. C'est un bon target. 200-250, je dirais que ce serait quelque chose d'assez... Parce que quel prix t'es prêt à payer, toi, pour sauver 45 minutes de trafic le matin, tu sais? Oui, pourquoi pas. Mais je veux juste être sûr qu'on parle vite. Là. Donc là, on a parlé du Nexus, tout ça. Il y a aussi un point qui est très important là-dedans, c'est la réglementation. Oui. Parce que dans le fond, un autre point sur lequel Bell Flight est obligé de travailler avec le Nexus, c'est que non seulement il faut qu'il design le produit, mais il faut aussi qu'il travaille à développer la réglementation qui va avec parce qu'elle n'existe pas. Donc, ils sont ils travaillent en étroite collaboration avec les régulateurs, les regulators, avec Transport Canada, la FAA, EASA, pour dire, OK, mais on va opérer ça comment? C'est quoi à quelle altitude on va être capable d'opérer? Est-ce qu'on va avoir notre propre espace aérien? Parce qu'en plus de ça, il ne faut pas oublier une chose, c'est que FedEx, UPS, Amazon,
ils s'en viennent avec leur propre design de drone de livraison. Fait qu'il va falloir leur garder un couloir d'opération à eux autres aussi. Oui. Fait qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte qui fait que non seulement ils se doivent de développer le produit, mais en plus de ça, ils doivent travailler sur la réglementation. Fait que dans le fond, ils travaillent sur le produit, ils essayent des choses, puis tout en se demandant « Hey, est-ce que je pourrais faire ça? » Ben, il faut qu'ils aillent poser la question puis travailler avec le Transport Canada qui va leur dire ben sais-tu, c'est une bonne question, viens donc ici te m'aider à y répondre. Tu sais. Donc, ils travaillent sur les deux fronts en même temps. Bon, alors moi, pour les sceptiques, oui, histoire de les confondre un peu, moi je suis de la génération du Capitaine Bonhomme, j'aime bien confondre les sceptiques. D'accord. Ce qui se passe en ce moment dans l'industrie du taxi aérien ou du véhicule urbain, nomme-les comme tu veux, ce qui a beaucoup changé depuis 3 ans, c'est que ce sont des fabricants d'avions ou de matériel aéronautique maintenant qui sont là-dedans. Oui. Quand tu as Airbus, Boeing, Bell, quand ces gens-là savent comment développer un aéronef pour le rendre certifiable. Exact. Tant que c'était Amazon ou Google ou je ne sais plus, Ticoun dans son garage, qui avait un superbe produit, c'est pas le fait... Mais quand tu n'as jamais certifié un véhicule aérien, que tu comprends pas la complexité de réussir à ça, puis demander à Mitsubishi, ils vont te le dire. Ouais. Quand tu comprends pas ça, tes chances de succès sont très faibles. Là, on est avec des compagnies tout à fait. qui sont capables d'arriver là. À Montréal, le rôle à Mirabel, le rôle de Bell sur le Nexus, c'est les propulseurs et les commandes de vol. Ouais. Commandes de vol qui sont développées d'ailleurs en partenariat avec Thales Montréal. Oui. Alors, tout ça, et l'intelligence aussi, parce que... Mais c'est vraiment drôle parce qu'on parlait il faut que ce soit certifiable. Puis moi, j'ai dit en joke, c'est probablement ça. Tu parlais de développer quelque chose dans ton garage ou quoi, là. C'est la différence entre un inventeur et un ingénieur. Puis ça se joue beaucoup à ce niveau-là. C'est qu'eux autres disent des bonnes idées, il y en existe. Il y a des beaux et des bons designs qui sont sortis. Il y a des gens qui ont patenté des choses dans leur garage, qui ont bien du bon sens, mais c'est fort probablement pas certifiable. C'est pour ça. C'est là le gros point, le nerf de la guerre, c'est que il va falloir, vu qu'il y en a de plus en plus, les autorités n'ont pas eu le choix de s'impliquer là-dedans. Fait qu'on le sait, par exemple, qu'au niveau du RAC, il y a la partie 10 qui a été développée pour englober tout ce qui est les vols non habités, là, ou je sais pas quoi, là, les UAV. Là. Parce qu'on peut pas dire drone. C'est pour ça que j'hésite. Là. C'est parce que j'allais dire drone, mais on ne peut pas utiliser le mot drone. Fait que, vu que les autorités ont été obligées de s'en mêler, ben là, ce que ça veut dire, c'est qu'éventuellement, ils vont aussi se mêler de la portion design, du manufacturing de ces véhicules-là, etc., etc. Donc, eux autres Bell met vraiment l'accent sur le fait qu'il faut que ce soit certifiable parce que c'est plus un projet de recherche et développement. Là, c'est rendu quelque chose qu'on veut mettre en production. Puis parce qu'on n'est pas les seuls, parce qu'il y en a de plus en plus, puis parce que c'est ça l'avenir, ben les autorités s'en mêlent. Puis eux autres vont dire, avant que tu fasses ça, là, moi, il va falloir que je mette un certificat, il va falloir que ton véhicule soit certifié. Fait que c'est de là, la réflexion vient de là, tout ça. Ouais, mais on peut dire, il n'y a pas de doute là-dessus, les gens de chez Bell, en ce moment, qui travaillent sur le projet, sont très, très enthousiastes. Monsieur Dion disait que lui, il dit, c'est une opportunité dans une vie que de travailler sur un nouveau véhicule, un nouveau type de véhicule ou de déplacement aérien. Ouais. On s'entend que quand ta commande, c'est un véhicule d'un film de science-fiction, là. Oui. C'est cool, ça part bien. Ouais, c'est assez. C'est pas une énième itération de modèle déjà existant. Là. Non, ben, t'as vraiment. Tu sais, quand ton boss te dit, moi, je veux que le prochain véhicule qui sort d'ici, là, il ressemble à ce qu'il y avait dans Avatar. Là. Ça commence bien ta journée. Oui, ça a très bien commencé. Moi, le développement a bien commencé parce que c'est vrai que le design, l'aspect extérieur va jouer un gros rôle dans l'acceptation de la machine. Ouais. Ben, je veux dire, on a vu des cas de figure comme la Prius de Honda. Tout ce qui est drôle, c'est que tous les autres constructeurs avaient essayé de faire des voitures que ça paraissait pas. C'est Toyota qui a fait la Prius. Pardon? C'est Toyota qui a fait la Prius. Pardon, oui, la Toyota.
Donc, ce que je disais, c'est que c'est ça. Tous les autres ont essayé de faire quelque chose qui n'avait pas l'air d'un hybride et eux ont fait exprès pour que ça paraisse et c'est pour ça que c'est devenu un succès. Les gens avaient le goût de s'afficher comme étant des conducteurs éco-responsables. Voilà. Bon point. Fait que donc, peut-être que là, son look distinctif va être vraiment un élément clé de la stratégie. Ça va ressembler... Ça sera pas un hélicoptère. Ça, tu vas être sûr de ça. Tandis que si tu arrives avec un bidule avec 5-6 rotors ouverts, ben oui, c'est un hélicoptère avec... Comme Airbus. Ouais. Ben, en tout cas, regarde... je trouve qu'à ce moment, c'est moi, de tous les modèles que j'ai vus, Bell a le plus beau. Ça, il n'y a pas de doute. Sincèrement, là, je veux dire que j'ai été charmé. Je trouve que ça a vraiment l'air futuriste. Puis, sérieusement... Tu regardes ça sur quoi Airbus... dans son appareil. Ouais, mais tu regardes ça sur quoi Airbus est en train de travailler, là, puis ça ressemble à un projet d'université. Ouais. On dirait un projet de doctorat d'un. Ouais. Puis on est partenaire dans la recherche et développement de cet étudiant qui. Ça ressemble à ça. T'sais. Alors que Bell, c'est vrai que ça ressemble à un truc. Ça a l'air d'un vaisseau. Wow! C'est quelque chose qu'on veut commercialiser. Puis on peut facilement imaginer que le produit qui va être livré va ressembler à ça. Peut-être qu'à l'intérieur, c'est complètement différent. Non, ça c'est sûr, là, mais. Mais la technologie avance beaucoup. Ouais. Beaucoup. Moi, les gens de chez Bell avaient l'air très enthousiastes. Ça donnait le goût d'y aller, de travailler avec eux autres quasiment. Et les gens en intelligence artificielle, les gens qui se cherchent, là, qui disent, moi, j'aimerais changer d'employeur, quelque chose, un défi stimulant, là, il y en a un chez Bell. On vous encourage fortement à y aller. D'ailleurs, c'est une très bonne entreprise. On encourage tout le monde à aller travailler chez Bell. Oui. C'est pas compliqué. Tu peux aller travailler là. C'est pas syndiqué, puis il y a une raison, c'est que les conditions de travail sont très bonnes chez Bell. Ben, c'est parce qu'ils ont décidé d'avoir une approche participative. Ça ressemble un petit peu à ce qui se fait chez GE. Un petit peu chez GE. C'est différent. Oui, exact. Mais dans le même genre d'idée que ce qui se fait chez GE à Bromont, c'est une approche participative où on essaye, dans la mesure du possible et le plus souvent possible, de consulter les employés quand il y a des décisions à prendre et tout ça. Donc, puis félicitations aux gens de Bell à Mirabel. Vous pouvez nous inviter n'importe quand. Ça va toujours être oui les réponses. Absolument. Excellent. Là-dessus, merci beaucoup tout le monde d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions, nous faire vos commentaires ou vos corrections, bien sûr, sur la page Facebook de l'Aéropod ou encore à l'adresse courriel aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com. Nous sommes nouvellement sur Google Podcast en plus de toutes les autres plateformes sur lesquelles on était déjà présent, pardon. Donc, iTunes, Spotify, etc. Vous pouvez également visiter nos sites web, mentoraero.com et lesaileduquebec.com. Et là-dessus, on vous remercie d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Greg, qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs? Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée et une magnifique et superbe tempête de ciel bleu. Yes, sir. Bonne fin de semaine, bonne semaine, tout le monde. Merci beaucoup. On n'est pas rendu là encore. Là.